Bonjour tout le monde, bonjour Saverio. Nous voici réunis pour démarrer cette quinzaine de la sensibilité en 2024. Nous sommes très contents d'être présentes là aujourd'hui. Je m'appelle Anne-Catherine Comens, j'accompagne les personnes dans leurs émotions et dans leur haute sensibilité. Et je souhaite la parole alors du coup à Saverio pour introduire ce thème, mais aussi cette semaine magnifique, enfin cette quinzaine, cette année magnifique de la sensibilité. Bonjour Anne-Catherine, merci beaucoup. Effectivement, ça fait 6 ans, c'est la sixième année que la Journée mondiale de la sensibilité existe. Donc c'est formidable. Depuis 2, 3 ans, il y avait autour de la Journée mondiale de la sensibilité une semaine pour que toutes les personnes de l'Observatoire de la sensibilité puissent s'exprimer. Et puis l'année dernière, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de personnes formidables à l'Observatoire qu'une semaine ne suffisait plus. Et donc cette année, c'est une quinzaine de la sensibilité qui commence aujourd'hui et qui se finit dans 2 semaines. Aujourd'hui, avec toi, Anne-Catherine, on aimerait faire un peu le point de l'actualité sur là où on en est, toi, moi, mais aussi un peu plus largement l'Observatoire de la sensibilité, par rapport au questionnement des personnes très sensibles ou des personnes qui gravitent autour de ces questions de la sensibilité et de dire les choses très franchement, avec notre cœur, parfois même nos interrogations, nos questionnements, nos doutes ou nos ras-le-bol pour être dans notre vérité et ne pas correspondre à un discours ambiant sur la haute sensibilité ou sur ce que les gens appellent souvent l'hypersensibilité. Alors justement, je voudrais commencer par te poser une première question, Anne-Catherine. Comment pourrions-nous éviter cette étiquette hypersensible, hypersensibilité ou autre qui enferme et puis, dans le même temps, hein, de ne pas tout expliquer par la haute sensibilité. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ça? Et puis, je voudrais aussi, mais ça, je pense qu'on en reparlera plus tard, qu'on ne fasse pas de catégorie, les bons hypersensibles contre les mauvais, pas ceci ou pas cela. Qu'est-ce que tu en penses? Où est-ce que tu en es? Alors, c'est super intéressant comme question parce que déjà, moi, j'ai longuement hésité, en fait, à mettre ce mot hypersensible avant de connaître vraiment l'observatoire sur mes réseaux, sur ma façon de communiquer aux personnes, voilà, aux personnes que je touchais sur les réseaux ou aux personnes qui venaient me trouver pour un accompagnement. Parce que j'ai vraiment du mal avec ces étiquettes qui, pour moi, enferment, en fait, ou pourraient enfermer. Parallèlement à ça, le fait de savoir que j'avais ces caractéristiques, comme on discutera tout à l'heure, que j'avais ces caractéristiques-là de la haute sensibilité, m'a permis de mieux me comprendre. Donc, c'est très ambivalent quelque part parce que cette étiquette me fait peur, je peux utiliser vraiment ce terme-là, parce que j'ai pas envie qu'elle m'enferme, mais qu'elle enferme aussi les personnes qui sont accompagnées par moi ou par toi ou par d'autres, hein. Et d'un autre côté, ben, je trouve que c'est tellement intéressant et tellement important de, de, de comprendre ces caractéristiques pour mieux se comprendre et souvent pour mieux s'accepter. Et c'est vraiment, ben, je suis passée par là en me disant, oh, mon Dieu, mais c'est ça. Et j'ai eu ce besoin-là qui m'a vraiment fait du bien. Et je me remarque aussi beaucoup dans l'accompagnement que quand je réexplique les caractéristiques aux personnes, on voit comme ça à un moment donné comme un soulagement en fait. Très généralement, c'est vrai, je dis pas tout le monde, mais il y a vraiment une sorte de ah, c'est ça en fait. Et donc ça, c'est précieux. Maintenant, c'est comment ne pas se cantonner qu'à ça. Et ce qui m'a permis, juste, j'en ai les larmes aux yeux, qui m'a permis justement de d'oser d'oser quand même le dire et le mettre en avant, cette haute sensibilité. C'est justement la phrase dans tes livres, je pense, c'est oser notre singularité. C'est pas oser que notre sensibilité ou notre haute sensibilité, mais c'est oser notre singularité. Et avant tout, être soi. Alors oui, c'est très, très chouette et très bon et très constructif pour l'amour de soi, de connaître ses caractéristiques et de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne à travers ces caractéristiques. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on devient soi?
Et finalement, on revient à comment s'écouter, quels sont les besoins de la personne, comment est-ce qu'on vit chaque émotion, chaque situation, et oser aller voir à l'intérieur de nous quelles sont nos valeurs et vers quoi on veut vraiment aller dans notre monde, dans notre vie, et avec les autres, avec soi, pour finalement s'aimer soi, pour pouvoir aimer encore mieux les autres. Et donc, voilà, cette ambivalence, elle est toujours présente chez moi. Parce que justement, moi, j'aime bien la remise en question et parce que j'aime être attentive à ne pas enfermer quelqu'un dans une case. Et justement, c'est ce que on en parlait juste avant d'enregistrer, c'est que moi, j'ai ce sentiment dans notre monde que ces étiquettes sont de plus en plus présentes. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est ce que moi je vois ou peu importe, mais en tout cas, j'ai ce ressenti-là où je me dis, mais j'ai l'impression que quelque part, on nous remet dans une étiquette pour nous remettre dans une étiquette, pour nous remettre dans une étiquette, comme, ben voilà, il faut être tous des moutons blancs dans une classe ou tous des moutons blancs au boulot. Et je voudrais vraiment pas que, que ce but de se dire hautement sensible ou d'autres, hein, d'autres étiquettes, recrée comme ça ce clivage entre nous parce que le plus important, c'est le lien quand même et l'amour de soi et de l'autre dans ce qu'il est et pas dans juste une pièce du puzzle, finalement. Mm. Voilà un Oui, petit peu ce que j'avais oui, envie de partager. je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est important de valoriser, de défendre, de protéger, de préserver la complexité de chacune et de chacun et d'éviter de définir nos identités par un mot, une étiquette, une appellation, une catégorie, parce qu'on est même si on est hautement sensible, on est aussi beaucoup plus que ça. Et dans cette haute sensibilité, comme tu disais, chacune et chacun de nous a sa façon de l'être, sa façon de le vivre, sa singularité et des évolutions ou des ajustements. Et comme on dit que les nuances sont importantes, eh bien, soyons dans la nuance aussi pour nous définir nous-mêmes, pour parler de nous-mêmes, notre façon de vivre, etc. Et un des risques de cet enfermement dans une étiquette ou dans une catégorie, ce serait, comme tu le dis très justement, de vouloir expliquer toutes nos souffrances par je suis ceci, je suis cela, donc en l'occurrence, je suis hautement sensible. Oui, toutes nos souffrances et même toute notre relation à l'autre en plus, parce que si on se met cette étiquette, qu'est-ce qu'on inconsciemment ou consciemment, et de nouveau par rapport à tout ça, il n'y a aucun jugement. Qu'est-ce que je vous aime tous, moi, quand on échange là-dessus, quand on se questionne là-dessus, quand on vient avec aussi des souffrances, parce que c'est voilà, dans un endroit de consultation, dans les accompagnements, il y a beaucoup de souffrance. Donc, voilà, c'est très important pour moi, en tout cas, de dire que tout ce qu'on se dit là maintenant, c'est vraiment avec beaucoup de bienveillance. Mais c'est aussi ce rapport, enfin, il n'y a pas de mais, c'est et ce rapport au monde aussi qu'on peut peut-être parfois renvoyer dès qu'on se dit, ah ben moi, je suis, et je suis, et je suis ces étiquettes-là, même si, en effet, elles soulagent pour certains quand on s'en rend compte. Oui, c'est la connaissance de nos particularités qui nous soulage et non pas le fait de coller une étiquette sur soi ou sur les autres. Voilà, c'est bien Et puis, résumé. comme on se l'est dit, et c'est important de le rappeler, c'est pas parce qu'on est hautement sensible ou autre chose qu'on est meilleur que les Mm, autres. mm. En fait, nous sommes toutes et tous des humains avec nos hauts et nos bas, nos qualités, nos défauts, nos moments où ça se passe bien, nos moments où ça se passe moins bien. Et qu'on soit hautement sensible ou pas, il n'y a pas de hiérarchie en fait. Mm, mm. Et d'ailleurs, je trouve que c'est souvent une valeur euh, qui nous est chère, euh, ce côté de par hiérarchie. Donc, on pourra en reparler peut-être là, lors d'une autre question. Saverio, est-ce que ça te convient si je te demande maintenant, parce que c'est important, on en a parlé, quelles sont les caractéristiques, je vais dire entre gros guillemets, reconnues à l'heure actuelle et les choses sont en évolution, il y a plein de recherches qui continuent, justement les caractéristiques principales de la haute sensibilité, selon Hélène Aron dans un premier temps, et je sais qu'il y en a eu une cinquième après qui a été rajoutée par d'autres personnes. Oui, effectivement, il y a 5 caractéristiques qui définissent scientifiquement la haute sensibilité et qui sont importantes parce qu'au-delà de ces 5 caractéristiques communes, chacune et chacun de nous va donc vivre sa sensibilité à sa propre façon. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a autant de personnes ultra sensibles
autant de formes d'ultrasensibilité que de personnes ultrasensibles. Et pour commencer en préambule, nos souffrances ne découlent pas de notre sensibilité élevée, de notre haute sensibilité. Nos souffrances découlent de notre histoire, de notre biologie, de nos relations, de notre famille, du contexte, de la société, du monde, etc. Et des actualités qui peuvent être difficiles comme en ce moment, mais pas de notre sensibilité. Quand notre sensibilité est élevée, elle nous fait sentir plus fort tout ce que nous ressentons, donc aussi nos souffrances. Le lien, il est là. Nous ressentons plus fort tout, toutes nos sensations, toutes nos émotions, toutes nos intuitions. Notre imagination est décuplée, notre créativité, notre empathie, etc. Mais si nous souffrons, c'est pour quelque chose qui est existentiel, qui est personnel, qui est peut-être relationnel aussi, mais qui n'est pas lié directement à notre haute sensibilité. Alors la première caractéristique, qui est la définition scientifique de la haute sensibilité donnée par Hélène Aron, c'est le traitement sensoriel approfondi des informations. Et tous les mots sont importants parce que c'est un traitement approfondi, mais il est aussi sensoriel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que nous sommes sans filtre et que nous recevons toutes sortes d'informations sensorielles, émotionnelles, cognitives, etc., et que nous ne pouvons pas les sélectionner. Notre cerveau va en plus faire un traitement particulièrement approfondi de ces informations sur le plan sensoriel. C'est-à-dire que on pourrait dire que les personnes hautement sensibles sont très incarnées. Ça ne reste pas au niveau intellectuel et mental. On en ressent quelque chose. Toutes ces informations vont nous faire ressentir quelque chose. Et ça prend du temps dans le cerveau, à tel point que les personnes qui sont plus sensibles que la moyenne vont donc avoir un cerveau qui sera moins au repos quand nous faisons la sieste, ou que nous nous reposons, ou que nous dormons. Notre cerveau va continuer à faire ce traitement approfondi parce qu'il n'a pas eu le temps pendant la journée ou pendant le temps de veille de traiter toutes les informations. C'est pour ça que même si nous avons une rapidité d'intelligence, de réflexion, on pourrait avoir l'impression parfois que les personnes hautement sensibles sont lentes, mais c'est le cerveau qui a ce traitement sensoriel approfondi. Ça donne des personnes méticuleuses, peut-être parfois pointilleuses, perfectionnistes, qui doutent d'elles-mêmes, qui prennent beaucoup de temps pour prendre des décisions, etc., et qui mettent aussi du temps pour apprendre une nouvelle tâche. Parce qu'on apprend une nouvelle activité dans ses détails. On a le sens de l'observation et des détails. Ça, c'est la première caractéristique qui va déboucher sur une deuxième caractéristique qui est ce que l'on ressent par rapport à ça. Ce que l'on ressent, c'est une hyperstimulation. On va être facilement stimulé, notre seuil de stimulation est plus bas et ça débouche sur une saturation. Et nous sentons, même si nous adorons une activité, même si nous adorons aller dans certains lieux ou fréquenter certaines personnes, qu'au bout d'un moment, ça fait trop, il y a un trop plein et nous devenons irritables, fatigables, nous nous sentons moins bien. À ce moment-là, nous avons besoin d'une pause. Notre cerveau, notre système nerveux a besoin d'une pause qui peut être rapide ou, si nous sommes chez nous, un peu plus longue. La troisième caractéristique concerne les émotions, c'est peut-être la plus connue, puisqu'on associe souvent la haute sensibilité avec l'émotivité ou la grande émotivité. En fait, les personnes hautement sensibles ont des émotions plus variées, des émotions plus fortes, des émotions plus durables que la moyenne des autres personnes. Et ça, c'est ce qui concerne leurs propres émotions. Mais les personnes hautement sensibles sont aussi des personnes qui sont des éponges émotionnelles, qui sont poreuses, perméables aux émotions des autres. Ce qui fait que quand nous arrivons dans un groupe, dans une discussion, dans une pièce, dans un restaurant, dans n'importe où, tout de suite, nous sommes impactés par les émotions des autres ou de l'environnement, par l'ambiance dans laquelle nous sommes. Et ça va demander aux personnes hautement sensibles d'apprendre à faire le tri, ça n'est pas facile du tout, mais d'apprendre à faire le tri entre nos propres émotions et les émotions des autres. Avec une troisième difficulté qui est que comme il existe des associations d'idées, il existe aussi, on l'a vu à partir d'études scientifiques, il existe aussi chez les personnes hautement sensibles des associations d'émotions. Ce qui fait que si je ressens une émotion, elle va aller réveiller d'autres émotions en connexion avec elle, soit des émotions
d'une lecture, de l'écoute d'une musique, de visionnage d'un film, d'une discussion, soit des émotions plus anciennes. La quatrième caractéristique, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, c'est le sens des nuances et des subtilités, qui fait que les personnes hautement sensibles vont être attentives à toutes sortes de choses très subtiles, et notamment le langage implicite, le langage non verbal, les regards, les mimiques, les grimaces, les postures, les intonations, les gestes, tout ce qui va accompagner le discours verbal, ou même parfois il n'y a pas de discours verbal. Tout cela est très important pour nous, et parfois nous nous posons des questions sur la façon dont on nous a dit quelque chose, le regard qu'on a porté sur nous, l'intonation de la voix, les gestes, etc., autant que sur le sens des mots. Ça, ce sont les 4 caractéristiques qui ont été mises en évidence par Hélène Aron et son mari Arthur Aron, qui, même s'il est plus discret dans l'histoire, il l'a toujours aidé dans ses recherches. Et on est arrivé à ajouter une 5e caractéristique qui a été adoptée par Hélène Aron, mais qui vient de Thomas Boyce, un pédiatre américain, qui parle d'enfants orchidées. Hein, il y a donc pour Thomas Boyce les enfants, et les adultes aussi d'ailleurs, hein, pissenlits, qui sont résilients, qui s'adaptent à tout, euh, mais qui sont peu sensibles. Les enfants ou les adultes tulipes, qui sont dans la moyenne de la sensibilité, qui fleurissent, qui ont besoin d'un certain type de soins, mais dans l'ensemble, ça va. Et les enfants orchidées, qui deviennent des adultes orchidées, donc des enfants particulièrement sensibles ou des adultes particulièrement sensibles, qui, eux, comme les orchidées, ne sont pas résilients. Ça n'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de surmonter nos traumatismes. On va le faire, mais avec notre créativité, avec des ressources, mais ça n'est pas a priori naturel pour nous. Et ces enfants orchidées ont, ou les adultes qui deviennent qui restent orchidées, ont une caractéristique qui s'appelle la susceptibilité différentielle en termes scientifiques, mais comme c'est un peu compliqué, on parle surtout de sensibilité avantageuse. La sensibilité avantageuse, ça veut dire que quand je suis dans un environnement propice, je vais profiter de tout ce qui est bon, mes relations, la nourriture, les discussions, mes découvertes, etc. Et ça fait que, par exemple, un enfant orchidée qui grandit dans un environnement de misère ou de violence ou de stress durable, etc., ou de négligence, cet enfant va être plus facilement malade, plus longtemps malade, plus souvent blessé, aura de moins bons résultats scolaires, pourra devenir le bouc émissaire de sa classe ou de ses camarades, et à l'adolescence développer des tendances à l'anxiété, à la dépression, voire aux tendances suicidaires, aux idées suicidaires. Le même enfant, avec sa grande sensibilité, s'il est dans un environnement propice, favorable, soutenant, attentif à lui, qui le soutient, qui l'écoute, qui l'encourage, qui le félicite, ce même enfant aura de meilleurs résultats scolaires, une santé florissante, de très bonnes relations avec les autres, et ne développera pas de tendance à la dépression ou à l'anxiété. Ce qui veut dire que pour nous, les personnes hautement sensibles, l'environnement est extrêmement important, et nous devons veiller pour nos enfants ou les enfants dont nous nous occupons et pour nous-mêmes à nous créer un cocon, un environnement dans lequel nous sommes bien, parce que c'est à ces conditions-là que nous vivrons bien notre sensibilité élevée. Voilà, alors maintenant, Anne-Catherine, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport au HPI, au haut potentiel intellectuel? Qu'est-ce que c'est que le haut potentiel sensible? On parle aussi beaucoup de TDAH, de TDAH, pardon, et de TSA, de troubles du spectre autistique. Comment on pourrait donner des repères pour comprendre tous ces mots et toutes ces réalités? Oui, c'est marrant parce que j'étais encore, c'est une caractéristique, j'étais encore à tout ce que tu as dit qui m'a fait penser à plein de choses. Donc, je me pose un petit peu pour que mon cerveau puisse un peu décanter. Euh, oui, ben, l'important aussi, c'est de dire et tu l'as dit, hein, que la haute sensibilité n'est pas une maladie et que c'est une façon de vivre au monde, une façon de voir le monde, je ne sais pas comment l'exprimer d'autres aussi, de ressentir au monde, mais c'est pas une maladie qu'on peut traiter.
Et donc, c'est pour ça aussi qu'on est attentif avec le mot diagnostic, parce que c'est pas un diagnostic, c'est un questionnaire, un test, mais il n'y a pas de diagnostic à poser puisqu'il n'y a pas un traitement pour qu'on ne soit plus hautement sensible. Euh, Ça, c'était une petite précision que je pense intéressante. Mm. Euh, Par rapport au haut potentiel intellectuel, donc HPI, ça dit bien haut potentiel intellectuel, on parle de 2%, mais j'ai l'impression que le 2% de personnes de personnes au potentiel intellectuel, j'ai l'impression que le 2% pourrait être plus vers des 5%. Tu me dis si je me trompe, hein, Saverio. Certaines personnes hautement sensibles seraient aussi au potentiel intellectuel, mais ça ne va pas de pair, puisque la haute sensibilité, déjà, on parle de 30%. Et inversement, euh, certaines recherches, en tout cas, on dit bien que toutes les personnes au potentiel intellectuel ne sont pas d'office hautement sensibles. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, est-ce bien par rapport à l'introduction de justement notre vidéo, est-ce vraiment là l'important? Oui, d'avoir cette grille de lecture quand on se pose des questions pour peut-être trouver des réponses à comment on fonctionne. Mais de nouveau, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, etc. En sachant aussi, si je peux aussi permettre cette précision, que qu'est-ce que l'intelligence, quelque part actuellement, quand on parle de haut potentiel intellectuel, on parle de surtout logico-mathématique, de traitement des informations, du verbal et de tout ce qui est français, je vais dire ça comme ça, visio aussi, spatio-temporel. Maintenant, on a l'intelligence artistique qui n'est pas mesurable, l'intelligence sensorielle, l'intelligence émotionnelle qui n'est pas mesurable dans le test de QI. C'est pas pour ça qu'il ne vaut rien. Quand tout ça, quand je dis ça, c'est pas quand il y a besoin de faire ce test-là, surtout, et que vous sentez le besoin de le faire, bah, faites-le. Alors, il y a le trouble, attention, parce que je trouve, faut toujours les deux, moi, le trouble de l'attention avec ou sans hyper activité. Donc là, qui est quand même reconnu comme étant un trouble neurologique qui va être d'abord, en tout cas ici en Belgique, dis-moi si c'est différent chez vous en France, mais nous, c'est vraiment des neuropsys qui vont faire le premier test et qui va voir vraiment tout l'environnement de l'enfant parce que on remarque, enfin, il y a au moins deux endroits où l'enfant ou l'adulte, en tout cas, a ce trouble de l'attention. C'est pas seulement que uniquement sur un endroit ou un système. Euh, et euh, Après, chez nous, en tout cas pour les enfants, on demande aussi qu'il y ait après une confirmation d'un pédopsychiatre. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous en tout cas. Euh, c'est considéré vraiment comme un trouble, ce qui n'est pas le cas pour le haut potentiel et pour la haute sensibilité. Au niveau du spectre autistique, là, j'ai pas envie de dire trop de bêtises, mais il me semble aussi que c'est considéré comme un trouble, puisqu'on parle de trouble spectre autistique, et que, en tout cas, maintenant, il y a un panel plus large qu'il y a une dizaine d'années sur autiste, Asperger, ou voilà. Mais ça, peut-être que tu peux préciser pour ne pas non plus que je dise trop de bêtises par rapport à ce trouble du spectre autistique. Je ne suis pas spécialiste du tout de ces singularités-là. Ce que je peux dire, c'est que Bessel van der Kolk, qui est un psychiatre américain spécialiste du traumatisme, met en garde contre les diagnostics trop rapides de TDAH, parce que selon lui, 80% des diagnostics de TDAH sont faux. Il n'y a que Ok. 20% des diagnostics qui sont vrais et que malheureusement, 80% des enfants qui sont diagnostiqués TDAH sont des enfants traumatisés et qu'on les soignerait beaucoup mieux en leur proposant une thérapie sur plusieurs mois, voire plusieurs années d'accompagnement pour sortir de leur traumatisme, plutôt qu'en leur donnant des médicaments euh, par rapport à ce TDAH. Donc ça, c'est important. Concernant le trouble du spectre autistique, je sais qu'il y a des tests qui permettent de le diagnostiquer, mais il y a aussi des personnes comme moi
qui se sentent proches de ce spectre autistique, donc on va enlever le mot trouble, mais qui se sentent proches de ce spectre autistique parce que moi, quand j'ai entendu parler de ça, des troubles légers de l'autisme ou d'un autisme léger, je me suis beaucoup reconnu et ça m'a aidé aussi, comme la découverte de la haute sensibilité, ça m'a aidé à comprendre ce côté sauvage, ce côté de la difficulté avec certaines relations ou la difficulté à comprendre ce qui se passe euh, dans les échanges avec d'autres, où on a parfois l'impression d'être très en décalage. Alors peut-être que c'est simplement de l'ultrasensibilité, mais en tout cas, là encore, effectivement, pour sortir des étiquettes et des catégories, même si on n'a pas fait le test pour savoir si on est au potentiel intellectuel ou pour savoir si on est TDAH ou pour savoir si on a un trouble léger de l'autisme, ou du spectre autistique, parfois, le simple fait d'entendre les caractéristiques de ces particularités, et même si on n'est pas concerné directement, peut venir nous apporter des explications ou des clés de compréhension pour des choses qui étaient encore un peu mystérieuses ou floues dans notre vie, dans notre existence ou dans notre façon d'être, et nous apporter un soulagement en nous disant, tiens, ça existe, il y en a d'autres qui sont comme ça, et peu importe effectivement le diagnostic ou l'étiquette, ça m'aide à mieux me comprendre. Hmm. Oui, oui, c'est dans le même objectif, en fait, de mieux se comprendre pour être mieux avec soi-même, finalement. Et c'est vrai que ça me fait penser à quelque chose dernièrement où justement, euh, de plus en plus, je me suis intéressée vraiment aux troubles, peu importe le mot devant le T, je sais pas ce qu'on va créer comme mot, de l'attention, où finalement, ben, parfois certaines situations ou certaines façons de fonctionner pendant un certain temps euh, ben, nous créent un problème d'attention. Mais c'est peut-être pas pour ça qu'il est là tout le temps. Et avoir des petites pistes sur comment ben, ces personnes-là qui vivent ça au quotidien font pour s'aider, ben, ça peut aussi du coup nous aider. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me vient Oui, comme et ça. c'est très important ce que tu dis, parce que c'est pas parce qu'on est déprimé plus d'une journée ou que de temps en temps dans l'année on a des périodes de déprime, ça ne fait pas de nous une personne dépressive. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est d'être tout le temps dans le processus. Ah, tiens, en ce moment, je me sens moins bien que Hmm. d'habitude, ou voilà, plutôt que dans l'étiquetage de l'identité. Je suis dépressif ou je suis autiste ou j'ai un trouble de l'attention. C'est plutôt à certains moments de la journée, de la semaine ou de l'année, on sent, ou dans certaines circonstances d'ailleurs, certaines situations, on sent qu'on a des perturbations ou des ajustements plus ou moins faciles à vivre. Et le fait de connaître toutes ces particularités nous permet de nous dire, ah tiens, là, je suis en train de vivre quelque chose de cet ordre-là, mais sans se donner d'étiquettes, sans se coller d'étiquettes sur soi ou sur les autres. Mais c'est super intéressant hein, ce que tu dis parce que finalement c'est pas parce que c'est pas parce qu'on se sent déprimé que on n'a pas en l'intérieur de nous toujours cette petite flamme ou cette valeur intrinsèquement. Enfin, moi, j'aime vraiment bien parler de valeur et de sa valeur à soi aussi qu'on se donne. Euh, et peu importe alors du coup ce qu'on traverse dans la vie, que ce soit très complexe, très difficile dans certaines situations ou dans certains moments, ben on sait qu'au fond de nous, on sait ce qu'on est, qui on est et ce qu'on a envie encore pour cette vie, pour ce monde. Et moi, je trouve ça toujours passionnant quand on se reconnecte justement à ça, à quel point c'est puissant et que ça redonne de l'énergie. Mm. Euh, Je suis un peu perdue, je crois, que dans les questions parce que on répond certaines, on se répond déjà à plein d'autres choses. Il y avait la question quand même de la haute sensibilité est-elle considérée à l'heure actuelle comme une neuroatypie? De nouveau, c'est pas pour enfermer dans quelconque case, mais c'est vraiment pour pouvoir expliquer aux personnes qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette question. Alors, Hélène Aron, et c'est important parce que ça va donner un repère, Hélène Aron est catégorique, elle dit non, ça n'est pas une neuroatypie. La haute sensibilité n'est pas une neuroatypie. Alors, je pense que pour rester dans la nuance, qu'on pourrait dire, d'accord, la haute sensibilité n'est pas une neuroatypie, c'est pas comme le trouble du spectre, les troubles du spectre autistique ou les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. En revanche,
Moi, je pense qu'on peut dire qu'elle fait partie, la haute sensibilité fait partie de la neurodiversité. Mm. Hein, sans dire que c'est une neuroatypie, on peut dire qu'elle fait partie des neurodiversités parce que même si la sensibilité est élevée dans un continuum de la sensibilité humaine, hein, ça, toutes les chercheuses et les chercheurs le disent, il n'y a pas de rupture entre les personnes un peu moins sensibles avec les personnes plus sensibles. Nous sommes tous des humains sensibles, mais certains d'entre nous, nous sommes plus sensibles. Ça fait une diversité qui se passe au niveau du système nerveux et du système neuronal, hein, du cerveau. Donc, oui, on peut parler de neurodiversité sans forcément parler de neuroatypie. Mais là encore, ce sont des mots. Donc, Mhm. chacune et chacun de vous, en nous écoutant, trouvera ce qui est juste pour elle ou pour lui. Merci pour cette précision. Alors, Anne-Catherine, concrètement maintenant, puisque nous sommes dans un monde de performance, un monde de compétition, un monde parfois d'acharnement et de concurrence, oui, acharnée, euh, le risque pour toutes ces personnalités, soit atypiques, soit de neurodiversité, très sensibles, etc., c'est de se suradapter. Et autre risque, comment tu pourrais nous parler de tout ça? L'autre risque, ce serait de vouloir absolument surprotéger ces enfants, par exemple en les inscrivant dans une école uniquement dédiée aux enfants hautement sensibles ou aux personnes neuroatypiques. Mm. Vaste question, mais super intéressante. Je pense que déjà se connaître soi pour savoir ce dont on a besoin, pour savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, comment on se ressource, comment pouvoir dire non aussi sans, sans être mal à l'aise de ce non, parce que souvent, ben, on a quand même envie de beaucoup donner. Ça fait partie aussi quand même de choses, on est tourné vers l'autre, on a envie de donner. Parfois, on s'oublie même par rapport à ça. Du coup, ben, cette adaptation versus cette suradaptation. D'où l'important aussi de savoir si son environnement, on en parlait tout à l'heure, mais moi, ça a été vraiment une des caractéristiques qui a vraiment, dans ma pratique, même pour moi-même, été très intéressante à savoir, parce que c'est important de pouvoir ressentir si l'environnement dans lequel on est nous convient ou pas. Quand on est adulte, ben, c'est dans le cadre du travail, hein. Je donne un exemple, mais on est de plus en plus dans les open space, dans les entreprises. Ben, comment est-ce qu'on peut faire autrement si c'est nécessaire, ou en tout cas être moins impacté par cet open space si en tout cas c'est un problème pour la personne hautement sensible ou pour une personne qui est très sensible, parce que je pense que pour beaucoup de monde ça sature quand même. Euh, et donc c'est vraiment se connaître au travers de nos émotions, de nos besoins, de ce qui nous convient, de notre sensibilité aussi. Et quelque chose que moi j'aime beaucoup, c'est que justement, euh, les sensibilités qui ont tendance, par exemple, si je prends le bruit, moi je sais que je suis très très sensible au bruit, ça va vite m'agacer, vite m'irriter, vite grincer, moi j'utilise ce terme-là. Mais par contre, j'adore écouter une musique et écouter toutes les subtilités. Et donc, c'est utiliser le sens qui parfois peut nous irriter, enfin, c'est pas le sens qui nous irrite, mais pour justement, je dis toujours que c'est comme les deux côtés d'une pièce, les deux côtés d'une médaille, parce que ce sens-là, en général, il peut aussi nous ressourcer si on y est attentif, mais pour ça, il faut se connaître aussi, du coup. Pareil avec la lumière, moi je suis permanence avec des lunettes de soleil. Euh, et justement, une question que beaucoup de monde m'ont posée en disant, oui, mais est-ce que quelque part, le fait d'avoir tout le temps des lunettes de soleil, tu ne te désadaptes pas de cette luminosité et du soleil. Et quelque part, bah, tu habitues ton corps à ne plus du tout être avec ce soleil sans lunettes. Et finalement, c'est encore plus dur quand tu ne les apportes pas. Et là, j'ai quand même, c'est mon expérience à moi, mais en mettant ces lunettes de soleil, ben, je n'ai plus de migraine ophtalmique. Alors, c'est pas pour ça que j'ai plus jamais de migraine, je vais quand même pas, voilà, mais j'ai plus de migraine ophtalmique depuis que je suis attentif à ça et que je mets mes lunettes de soleil dès que je sens que j'en ai besoin. Et que je n'ai plus peur du regard de l'autre non plus par rapport à ça. Donc, c'est aussi, enfin, je donne cet exemple-là parce que je trouve qu'il est très parlant.
Et à côté de ça, j'adore, d'ailleurs, je n'arrête pas de regarder par au-dessus, parce que je regarde mon jardin, parce que dès que je vois un oiseau, il y a justement un pied vert qui vient me dire bonjour, là, tout au bout. Mais je le regarde et avec mes yeux, d'ailleurs, j'en ai des frissons. Ça me réjouit de voir ça, un coucher de soleil, la nature, observer les animaux. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Donc, c'est utiliser aussi le sens qui parfois nous fait défaut, c'est pas le terme, mais bon, je suis un peu fatiguée en ce moment, donc je vais pas essayer de trouver absolument la perfection des mots, mais parce qu'il peut nous ressourcer aussi. Et donc, c'est vraiment déjà voir au niveau des cinq sens, ben c'est quoi? Voir du sixième sens, hein? On a déjà fait une conférence là-dessus. Tu as écrit un super bouquin aussi là-dessus, c'est se faire confiance en notre intuition, parce que de nouveau, alors elle va chercher qui on est vraiment, on peut dire l'âme ou autre chose, mais qui on est vraiment et du coup, ben, quelles sont vraiment nos envies, nos valeurs, nos besoins pour ce monde, pour nous. Et aussi, c'est comme ça, en allant voir nos ressentis corporels liés à des émotions, qu'on pourra dire, OK, oui, non, est-ce que je me permets de dire oui, est-ce que je me permets de dire non? Et pour ça, ça demande vraiment du temps de remettre de la conscience finalement dans ce qu'on est en train de vivre, de s'observer, de s'écouter, de se comprendre, de se connaître. D'où aussi l'importance de connaître certaines caractéristiques de certaines choses voilà, dont on a parlé aujourd'hui. Euh, pour moi, c'est là aussi la balance du coup de s'adapter, se suradapter. C'est à partir du moment où on se connaît et on sait où est notre limite de suradaptation, ben, on ne bascule pas. Alors attention, c'est ce que je dis souvent, c'est toujours facile d'en parler, mais dans la vraie vie, c'est plus compliqué euh, parce que parfois on est plus fatigué et on se dit ça va passer, et puis finalement ça passe pas, et puis on s'épuise, surtout quand on est des personnes passionnées, motivées et qu'on a envie de donner. Donc voilà, c'est un apprentissage, j'ai envie de dire, de toute une vie et de tout instant, parce que même quand on vit des moments plus intenses dans la rapidité, j'ai envie de dire, pour diverses raisons, parce qu'on doit s'occuper de la famille en même temps que son travail, en même temps parce qu'il y a eu un changement de vie à un moment donné, ben, on est pris dans ce moment très très rapide et on pourrait oublier de nouveau de s'écouter. Donc, c'est déjà allez, un moment, quelque chose qui prend du temps d'apprendre à se connaître, mais il ne faut pas s'oublier non plus avec le temps et quand on vit des moments où on a moins le temps de se reconnecter à soi. Et par rapport à l'autre question euh, de nos enfants, euh, c'est jamais facile, moi, je trouve, hein. Je suis maman de deux enfants avec une haute sensibilité qui vivent complètement différemment. Euh, et parfois, quand ça se passe pas bien pour eux et qu'on sent que la douleur ou l'émotion est plus forte et très forte et que tout se mélange et qu'il y a un côté parfois où on se recroqueville, ben on aurait envie de les surprotéger, évidemment. Maintenant, moi, j'ai pris conscience que les surprotéger à excès, euh, ça, ça, ça leur empêchait de prendre leur autonomie. Et donc maintenant, de nouveau, j'essaie toujours de voir, est-ce que je les aide à être dans l'autonomie et à être là quoi qu'il arrive, ou est-ce que je veux juste pas qu'ils souffrent alors qu'en fait c'est impossible parce que la vie, bah, c'est comme la météo. Moi, c'est un peu tout le temps ce que je dis, c'est que bah, parfois il fait beau, parfois il y a de la pluie, parfois il y a du vent, parfois il y a de l'orage. Et il faut tout ça aussi pour que la nature, elle pousse. Donc c'est pareil pour nous, leur apprentissage bah, de la vie, ils vont le faire maintenant, ils le feront encore plus tard. Et le plus important, selon moi en tant que maman et en tant qu'adulte qui accompagne les enfants, ben, c'est d'être présent quand ils vivent aussi ces difficultés et pas automatiquement de vouloir qu'ils n'en vivent pas, parce que ça, c'est de toute manière pas possible. Maintenant, si je peux me permettre encore, parce que c'est un sujet qui me touche fort, c'est que mais c'est pas évident quand même, hein, parce que ben, moi, je vais dans les écoles, hormis le fait que je suis une maman, je vais dans les écoles, j'accompagne aussi des enfants, et, euh, et on voit quand même que le contexte scolaire, désolée si je choque des personnes, mais c'est vraiment ce que je ressens, et je le ressens à chaque fois que je pousse la porte d'une école, le contexte scolaire n'est pas adapté à ces petits bouts. Voilà, c'est quand on voit qu'il y a 25, voire 30 élèves par classe pour une seule institut, bah déjà, moi, waouh, les institutrices, quoi. Moi,
je les trouve admirables parce que si en plus on capte tous les sens en même temps, je ne sais pas comment est-ce qu'elles font pour achever leur journée. Moi, en tout cas, après une journée que j'adore, je suis vraiment liquidée. Et puis, on sent aussi, enfin, moi que je vois certains enfants qui, le bruit, c'est vraiment compliqué, le mouvement tout le temps, c'est vraiment compliqué. Donc, je peux comprendre que, ben, quelque part, on se dit, ben, on les change d'école pour aller la mettre dans une école où tout le monde sera comme ça, avec cette sensibilité-là, où les choses seront plus posées, etc. Donc, c'est tentant. Et de nouveau, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Euh, Tant que la décision est prise en conscience et pas de façon automatique, voilà, c'est un peu comme ça que je le prends, mais clairement, je pense que le système scolaire actuel peut être, est-ce que j'utiliserai ce mot-là, mais en tout cas, c'est celui qui me vient, peut être violent pour certains enfants. Et ce n'est la faute à personne en particulier, c'est la faute du système voilà, qui ne met pas assez d'argent dans le système éducatif actuel. Quelque chose qui me touche énormément. Mais voilà, j'ai envie de te renvoyer aussi la question par rapport à tout ça. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. La seule chose ce dont je pourrais témoigner, c'est que moi, j'ai eu la charge de l'éducation de mes enfants pour une question de divorce. Donc, ils ont habité avec moi assez rapidement et je les ai très peu protégés. Très, Mm. très peu protégés. Tout simplement pour qu'ils trouvent leurs ressources, les réponses. Bon, ils savaient qu'ils pouvaient me parler, et ils savaient qu'ils pouvaient faire appel à moi, évidemment, hein, j'étais présent, mais je n'ai pas cherché à les protéger. Alors maintenant, mes enfants sont adultes et ils sont en thérapie tous les deux, ma fille et mon fils. De temps en temps, surtout ma fille, me font des retours, l'un ou l'autre me font des retours pour me dire, ah ben là, papa, vraiment, tu nous as beaucoup demandé. Euh, mais pas dans un sens d'un regret, et plus que ben, ça a été difficile pour eux aussi. Et je me rends compte que j'aurais pu peut-être être un peu plus à leur côté. Mais ce qui vient toujours, c'est comment ça les a forgés, comment ça les a aidés à se débrouiller par eux-mêmes, à trouver les réponses, à développer leur personnalité. Et où donc, bon, comme tu le disais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise Mm. façon de faire. On essaye aussi en fonction de nos valeurs, de ce dont on est capable à ce moment-là, de ce qu'on croit juste à ce moment-là. Et Mm. parfois, avec les années, on se dit, bah non, j'aurais pu faire autrement. Et ce qui compte, je crois, que ce soit dans le moment où ça se vit ou plus tard, c'est qu'on puisse accepter que les enfants, donc nos enfants quand on est parents, mais les enfants quand on est enseignant, puissent nous critiquer, Mm. puisse nous dire, ah ben non, ça ne me convient pas, ou quand vous avez dit ça, quand vous avez fait ça, je l'ai pas bien vécu. Ah oui, pour quelle raison? Voilà, j'ai ressenti ça et ça, je suis désolé. Parce que c'est dans cette... Je pense que c'est là qu'on est dans le cœur de la sensibilité, en fait. C'est comme on n'a pas de façon parfaite d'éduquer les enfants, les nôtres ou ceux des autres, eh bien, plus on laissera les enfants ou les adolescents nous dire comment ils vivent les situations ou la relation, plus on pourra s'ajuster les uns et les autres dans des façons de faire qui correspondront le mieux aux enfants et aux adolescents. Je trouve ça très touchant ce que tu dis parce que ça rejoint vraiment beaucoup de choses dans ma façon de, de voir la relation. Euh, Justement cette permission de pouvoir dire à l'autre, ben là, j'ai pas été d'accord, et de pouvoir en discuter et pas se bloquer tout de suite. Et c'est vrai que Euh, parfois, c'est un peu ce qui se passe. Parfois, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe aussi avec. Est-ce qu'il y a eu le Covid qui a fait ça? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Je ne sais pas. Mais aussi, comme si quand on n'était pas d'accord, on ne pouvait pas s'entendre. Alors qu'en fait, justement, je trouve que c'est quand on n'est pas d'accord qu'il se crée quelque chose. Puisqu'on en apprend de l'autre, on en apprend de soi. Et du coup, c'est là qu'on atteint la profondeur aussi, finalement, d'accepter l'autre tel qu'il est, et d'ouvrir des portes sur des choses qu'on n'a peut-être pas vues. Et ce genre de relation-là, je trouve ça très passionnant. Et c'est vrai, quand on entend nos enfants ou des personnes qui sont différentes de notre façon de fonctionner, ben, c'est là que toute la richesse, en fait, arrive. Euh, mais c'est parfois pas facile de pouvoir accepter. Parce que la remise en question
parfois est vu comme un échec, et l'échec ici en Europe est vraiment considéré comme pas positif, alors que ben, c'est juste une façon d'apprendre. Donc, oui, c'est très touchant. Voilà, c'est ce que tu viens de déposer là. Et pour continuer justement sur comment vivre dans notre monde, moi, ce que je trouve très joli aussi, c'est que de plus en plus, euh, je remarque que, il y a une volonté d'être d'être sur le même pied d'égalité. Il y a une volonté de collaboration. Il y a une volonté, donc à côté de tout ce qui se passe autour de nous dans le monde qui est horrible et où parfois on se dit, oh mon Dieu, mais à côté de ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce une espèce de volonté, d'intention, de rassemblement et de rassemblement égalitaire, équitable, je ne sais pas très bien comment le dire, mais où il y a de plus en plus, même dans le monde de la chanson, des duos, dans le monde de l'édition, ben, des écrits à deux mains, à trois mains, à quatre mains. Euh, dans le monde aussi ben, de l'observatoire, hein, on crée les choses ensemble. Euh, et moi, je trouve que les duos sont vraiment quelque chose de très, très gai. Et je sens vraiment cette énergie-là. Et donc, ça, c'est un espoir pour moi, de se dire, ben, ce mouvement-là, quelque part, fait balance ou en tout cas contrecarre ce mouvement un peu pyramidal qu'on connaît depuis des années. Puis il y a aussi beaucoup de remise en question comment est-ce que je peux dire, de notre façon d'avoir vécu avec plus la masculinité que le côté féminin. Là aussi, ça se rééquilibre. Donc tout ça sont pour moi des espoirs qui font que ben, qu'on peut y arriver et qu'on peut être nous-mêmes dans ce monde parce qu'il y a plein de créativité qui se crée et parce qu'il y a plein de pistes qui s'ouvrent pour justement prouver qu'on peut vivre autrement que en étant dans la compétition, dans l'écrasement de l'autre ou dans la possession. Là, c'est des mots qui me viennent comme ça. Bon. Alors, Saverio, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle peut être l'influence des traumas ou de choses qu'on a vécues qui ont été traumatiques et qui se sont peut-être répétées, parce que le mot trauma voilà, est plus large que souvent ce qu'on croit, justement sur la haute sensibilité et l'environnement aussi dans lequel on a vécu. Oui, alors là, peut-être contrairement à ce que je dis d'habitude, je vais rester dans quelque chose de plus ouvert. Mais disons que il y a une partie de l'origine de la sensibilité élevée qui viendrait qui serait d'ordre génétique. Et qui serait d'ordre génétique, pour l'instant, on ne sait pas si ce serait euh, une caractéristique fondamentalement de certains gènes ou si ce seraient des héritages qui déjà pourraient être traumatiques dans la généalogie, parce qu'aujourd'hui, on a des études très fiables qui montrent que les traumatismes changent nos gènes. Mm. Et donc, si on vit certains traumatismes avant d'enfanter, nos enfants héritent aussi de la façon dont nous avons vécu les traumas, donc le traumatisme. Donc ça, c'est intéressant pour se dire que dans certaines familles, il peut y avoir des sensibilités très fortes ou exacerbées qui sont le fait des traumatismes de nos parents, de nos grands-parents ou même d'ancêtres plus lointains. Et au-delà de ça, il y a aussi ce que la personne vit, le bébé vit en vie intra-utérine au moment de la naissance, dans les premiers mois de sa vie, et puis après tout au long de son enfance et de son adolescence, où certains événements clés, qu'ils soient repérés comme traumatiques ou pas, des événements qui vont être des chocs ou pas, ou des mauvaises relations, ou parfois des harcèlements à l'école, etc., un certain nombre d'événements vont marquer l'enfant dans sa façon de vivre sa sensibilité, mais aussi vont marquer, s'inscrire dans son système nerveux autonome et le rendre plus ou moins fragile par rapport à certaines situations. Ce qui fait que on est convaincu aujourd'hui qu'une grande partie des formes de haute sensibilité peuvent aussi venir non seulement de
la façon dont la sensibilité est vue dans la famille, dont elle est considérée, dont elle est soutenue ou pas soutenue, développée ou pas développée, bien vue ou pas bien vue, mais de tous les événements de vie euh, qui sont les nôtres dans notre existence et qui peuvent être des sources d'exacerbation de notre sensibilité ou de mise à vif de notre sensibilité. Et à ça s'ajoute encore autre chose, c'est que quand on est hautement sensible, quelles que soient les origines possibles de cette haute sensibilité, on va vivre plus fort toutes les situations qui peuvent être Mm. traumatiques. Ce qui fait que de toute façon, on est plus impacté aussi par toutes les situations qui sont difficiles ou même extrêmement heureuses. Enfin, tous les événements de notre vie qui sont un peu plus forts que les simples événements quotidiens vont avoir un impact très important sur les personnes hautement sensibles. Et donc, je pense ça rejoint notre question du début, on n'est jamais dans une identité figée, Mm. même si on est très sensible. Cette haute sensibilité, elle va continuer à nous façonner à travers tout ce que nous vivons d'heureux et de moins heureux, de difficile ou de moins difficile, ou même de facile et d'agréable, euh, pour façonner notre personnalité hautement sensible. C'est-à-dire qu'il y a les caractéristiques de la haute sensibilité dont on a parlé, mais il y a comment moi, dans ma personnalité, je vis ces caractéristiques, et ça façonne ma personnalité hautement sensible qui est unique par rapport à tous les autres. Mm. Ça précise vraiment beaucoup de choses, je trouve. Et en effet, moi, j'ai eu pas mal de discussions comme ça avec des amis qui sont très intéressés aussi par les caractéristiques de la haute sensibilité, pour essayer de comprendre aussi. Et qui me disait dernièrement, ben, oui, mais est-ce que tu viens de répondre, est-ce que en fait c'est notre haute sensibilité qui nous font vivre les traumas de façon plus forte, ou est-ce que c'est nos traumas qui nous ont euh, provoqué cette hypersensibilité? Donc je trouve que de façon C'est les deux. intuitive, voilà, c'est ça, elle avait soulevé déjà deux superbes questions. Et de nouveau, moi j'aime bien l'image de nous sommes un puzzle et il y a plein de pièces. euh, et une fois que toutes ces pièces-là sont mises ensemble, alors je pense qu'on n'a jamais assez toute une vie pour mettre toutes les pièces ensemble, mais déjà quand le puzzle est bien assemblé, ben c'est là qu'on voit toutes les facettes et les milliers de facettes qu'on est, et pas uniquement hautement sensible, uniquement TSA, Hmm. uniquement d'autres choses, quoi. Oui, oui, tout ça est très important. Alors, comment on fait, Anne-Catherine, quand on connaît tout ça et qu'effectivement on est dans cette ouverture qui permet de se comprendre mieux, de s'aimer mieux? Comment on fait pour prendre soin de sa sensibilité, prendre soin de soi, peut-être en écoutant son corps, en apaisant son esprit? Oui, ben on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, hein. Il y a un mot qui vient là comme ça, qui pourrait résumer, c'est un peu présomptueux, mais c'est ralentir. Alors, c'est pas facile de ralentir hein, quand on a déjà un cerveau qui va très vite, quand on est super enthousiaste, qu'on a envie voilà, de croquer la vie à pleines dents, et quand on vit dans un monde tel qu'aujourd'hui où il n'y a rien à faire, même si on essaye de ralentir quand c'est volontaire, hein, ben, on est quand même rattrapé par l'instantanéité de tout finalement. Euh, et, et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, pour apprendre à se connaître, c'est s'observer, c'est se reconnecter à soi. Mais j'ai pas encore trouvé d'autre façon que de ralentir. Je voudrais peut-être un jour, je sais pas, mais de ralentir pour se reconnecter à soi, pour se reconnecter à l'autre, pour prendre le temps de vivre en fait et pas être en mode survie. Et c'est plus complexe que ça. Je pourrais partager un petit peu ce que je suis en train de vivre pour le moment, mais je pense que depuis le mois de juin, je n'ai pas ralenti beaucoup, alors que je sais quand même. Je pensais que je ralentissais, mais comme j'aimais tellement tout ce que je faisais, eh ben, j'ai pas senti en fait. Et à un moment donné, mon corps, il m'a quand même fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et donc, c'est pas évident, en effet, de ralentir. Et je vais dire surtout, en plus, quand on a cette saturation. Euh, Parce que ben, parfois, on ne s'en rend pas compte tout de suite. De nouveau, si on met un peu notre corps et nos ressentis sur le côté, parce qu'on est dans l'euphorie aussi. Hein. Moi, j'ai été dans l'euphorie, là. J'ai pas été dans du négatif pendant X mois comme ça. Euh, et donc,
c'est se donner le temps vraiment régulièrement d'écouter son corps, d'écouter, de juste observer aussi qu'est-ce que notre tête nous dit et de quelle façon elle nous dit les choses aussi. Est-ce qu'on est, moi j'utilise des paillettes, est-ce qu'on est paillettes explosées ou est-ce qu'on est paillettes posées? Et il n'y a pas un mieux que l'autre. Ça, c'est pour moi très important aussi, c'est d'accueillir ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qui se passe en nous avec beaucoup de bienveillance et après de voir ce qu'on en fait. Euh, et c'est vrai que moi, je suis admirative aussi des personnes comme ça qui sont sur tous les fronts et, euh, et qui, à un moment donné, ben, poussent nos portes et nous disent, j'en peux plus. Parce que c'est vrai, on est quand même dans un monde qui va tout le temps vite. Enfin, je prends un autre exemple aussi qui est un peu comique, mais je prends de moins en moins la voiture parce que ben, je travaille de chez moi et je le prends. Et quand je prends, je fais pas des grands trajets. C'est aussi un besoin pour moi de ne plus avoir prendre cette voiture et j'ai réussi à le faire. Donc j'ai eu la chance d'avoir pouvoir mettre en place cet environnement qui me convient. On en revient, hein. Et quand je prends la voiture dans les moments de pointe, je suis en état d'hypervigilance, quoi. Parce que ça va trop vite pour moi. Parce que je sens que ça c'est pressé comme ça. Et je suis persuadée que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça, toujours pressé, toujours pressé, toujours pressé. Donc, de nouveau, c'est avec beaucoup de bienveillance. Parce que je me dis, mais finalement, nos enfants aussi, on les presse aussi. Et ça m'arrive aussi, hein. Allez, on se dépêche, il est temps. Enfin, je veux dire, voilà, on n'est pas parfait. C'est ce qui fait qu'on est humain d'ailleurs. Mais ralentir et prendre le temps pour soi, pour vraiment aller revoir. Alors, ça peut être très concret, ça peut être OK, on prend allez, 30 secondes là. Comment est mon état corporel? Dans quel état je suis là? Mon niveau d'énergie? Quel est mon état de pensée? Est-ce que ça part dans tous les sens ou est-ce que c'est relativement posé ou est-ce que c'est entre les deux? Et mon émotion là, ou mes émotions, qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il y a un ressenti lié à cette émotion ou à ces idées ou à ces pensées? Et puis là, alors du coup, qu'est-ce qu'on a besoin concrètement, là maintenant? Ben, moi, là maintenant, j'aurais besoin de faire ceci. Et je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire vous hein, de l'autre côté, mais de l'écran, mais voilà, moi, c'est ça qui me vient. Et de prendre conscience de ma respiration en même temps. Merci, merci Anne-Catherine. Je pense que c'est très bien d'avoir eu ce moment de retour à soi pour terminer cet échange qui ouvre la quinzaine de la sensibilité. Et donc, merci infiniment pour tout ce que tu nous as confié. Et je vous souhaite à chacune et chacun une très belle journée de la sensibilité, une très belle quinzaine de la sensibilité. Et vraiment, de ne pas oublier que c'est une fête. Ça pourrait aussi s'appeler la fête de la sensibilité. Fêtons nos sensibilités singulières, qu'elles soient élevées, moins élevées, peu importe. Chaque sensibilité est intéressante, chaque sensibilité est un trésor et riche, et nous pouvons beaucoup apprendre les unes et les uns des autres. Donc voilà, vivons cette coopération, cette ouverture du cœur, cette révolution sensible, vivons-la dès maintenant, ensemble,
grâce à nos sensibilités. Un immense merci. Merci Saverio, merci pour ce mot de la fin. Profitez vraiment de toutes les belles rencontres qu'il y aura pendant ces 15 jours, que ce soit en présentiel, Alban vous en parlera sans doute, ou que ce soit comme ça, comme aujourd'hui là, en visio. Merci, merci Saverio, merci à vous tous qui étaient derrière. Merci l'Observatoire pour tous les bijoux qu'on est en train de créer tous ensemble. Merci pour tout. Je vous souhaite vraiment une bonne quinzaine. Une quinzaine, à très bientôt. Merci beaucoup, Saverio. À très bientôt. Merci Anne-Catherine.